Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Pierre Bien-être et Spiritualité. J'ai le grand honneur et le grand plaisir surtout d'accueillir aujourd'hui Imana. Voilà, bonjour Imana. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Voilà, en tout Ravie cas, d'être là, d'être présente. et tu nous fais le grand bonheur en plus de nous recevoir depuis le Brésil, hein. Donc c'est pas la porte à côté. Non, et même en ce moment, les portes sont un peu fermées, on dirait, mais bon, Oui, en la tout cas, période. c'est de vous apporter un peu de soleil à tous et de vous dire qu'il y a des choses possibles, même quand on ne les croit pas possibles. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est un réel plaisir de t'accueillir pour cette interview. Ça fait déjà quelques années que je t'avais rencontré un peu subtilement sur des salons bien-être en France, où tu parlais beaucoup de ta Crystal Team et des crânes de cristal que tu possèdes, et on va aborder ce sujet par la suite. Mais tout d'abord, pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne te connaissent pas, je t'invite à te présenter et à parler un peu de ton histoire. Qui es-tu et comment t'en es arrivé aujourd'hui à la personne que tu es, avec cette ouverture d'esprit spirituelle, etc. Voilà. D'accord, grande. Je vais essayer de synthétiser quand même parce que les années passent et que j'ai 55 ans, donc forcément il s'est passé plein de choses pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Un parcours de vie comme chacun nous en avons. Moi, pour ma part, ça a démarré toute petite, ça a démarré à 5 ans, aussi loin que je me souvienne. D'avoir été touchée par une lumière très particulière, d'avoir senti d'avoir entendu, plus exactement, vraiment entendu que je devais aider. J'étais là pour ça, que c'était ce que j'avais à faire. J'ai eu une vie comme beaucoup, avec des choses sympas, des choses moins sympas, qu'il fallait transmuter. Mais très tôt, j'ai été tournée vers les nuages, vers le ciel, vers le cosmos. Et ça, c'était quelque chose de très fort chez moi. Les années ont passé, j'ai essayé d'enlever ça. Mais il a fallu que je trouve le métier où on est le plus haut possible dans le ciel. Donc, astronaute, j'étais pas assez bonne à l'école. Donc, j'ai trouvé hôtesse de l'air. Et voilà, pendant 9 ans, j'ai eu le bonheur de voyager beaucoup, mais d'une manière un petit peu superficielle quand même, hein, parce que voilà, en étant hôtesse, on ne va pas forcément rencontrer les peuples autochtones, on ne va pas forcément dans le cœur des pays. Et donc ça, au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus trop non plus. Et j'ai commencé... Alors, il a fallu que j'atterrisse et que j'arrive pour aider vraiment les gens. Et là, j'ai commencé à faire un métier pendant 15 ans où j'ai accompagné beaucoup de femmes pour leur permettre de sentir leur beauté intérieure et de la faire émerger à l'extérieur. J'ai fait partie des premières personnes en France à faire du conseil en images, puis du coaching. J'ai eu une école pendant plusieurs années, j'ai formé plein de personnes. Et puis là encore, ça ne me convenait plus, c'était encore une autre partie de ma vie. Donc je dirais que je suis rentrée dans la troisième partie de ma vie quand avec mon compagnon, on est allé rencontrer les peuples autochtones à nouveau, on allait vraiment suivre des enseignements aussi bien chez les Mayas que chez les Aborigènes, chez les Amérindiens. Et puis, je suivais également des enseignements de Kriya Yoga. Donc, il y avait cette appétence et ce goût pour aller découvrir les ailleurs, d'autres ailleurs. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec un crâne dont tu as parlé des crânes de cristal. Donc, un crâne de cristal qui était un crâne d'un chaman maya au Mexique. Et ça a été la grande ouverture, je dirais, à l'intérieur, hein, qui a fait que il y a eu plein de choses qui se sont passées, qui se sont réveillées en moi, qui sont revenues à mon esprit, à ma conscience, comme une abduction, enfin 2 abductions étant enfant, ce genre de choses, d'être vraiment là pour être au service de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle ère, de participer avec le plus grand nombre possible à mettre en place la nouvelle humanité.
Et puis ça s'est fait avec mon guide, qui est un guide pléiadien, que je canalise quand je suis avec la Crystal Team, donc ces crânes de cristal anciens avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et voilà, je dirais, si je devais résumer 55 ans je sais pas, en 7-8 minutes, je sais pas j'ai pris, voilà. Non, mais c'est une très belle histoire que tu as eue avec pas mal d'événements un peu mouvementés. Mais tu as quand même eu des professions, on va dire, très terre à terre, tout en étant aussi dans les étoiles. Et cette ouverture spirituelle, quand elle est arrivée chez toi, tu as trouvé ça... est-ce que tu as ressenti ça comme quelque chose d'inné, quelque chose qui était vraiment faisant partie intégrante de ton âme, ou c'était quelque chose où tu partais un peu à l'aventure, en découverte? En fait, c'était surtout un rappel de quand j'avais 5 ans, cette notion d'évidence, quelque chose qui tombe dessus et c'est juste, c'est là quoi. Donc tu peux pas faire en dehors. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire comme mes amis, faire comme ma famille, d'amenuiser tout ça, de cacher tout ça, parce que je voyais bien qu'il y avait un décalage. Mais après, quand c'est revenu, alors déjà en rencontrant mon compagnon, et puis ensuite, quand c'est revenu avec le crâne des Mayas Lacandon, c'était à chaque fois des notions d'évidence et puis surtout une joie profonde de dire « Ah, ça y est, c'est ça y est, j'y suis à nouveau, ça y est, je me donne l'autorisation de vivre ce que mon âme est venue faire ici. » Et donc là, ça amène une paix profonde et une joie éclatante à la fois en fait. Donc c'est pas je pars à l'aventure, c'est ça vient et ça me ramène sur mon chemin en fait. Les fois où j'ai voulu un peu, où j'ai essayé de faire comme tout le monde et voilà. Et du coup, pour le crâne, donc tu as commencé par ce crâne en particulier et tu es allé en chercher d'autres par la suite, ou comment ils sont venus à toi les autres crânes? Oui, alors il s'avère que donc, ce crâne des Mayas Lacandon, qui est la grosseur d'une tête d'un être humain adulte, tout en cristal de roche, nous a été confié à mon compagnon et moi pour quelque temps par ce chaman, parce que le chaman disait qu'il voulait venir en France, aller voir la Tour Eiffel, etc. Donc on a fait une grande cérémonie magnifique sur une terre très 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 peu facile d'accès, mais une terre sacrée pour cette tribu des Lacandons. Et en rentrant en France, eh bien, on a commencé à travailler avec ce crâne pendant quelques années. Et puis pour le 21 décembre 2012, il nous a fait comprendre qu'il voulait rentrer chez lui. Donc on l'a rapporté chez lui. Et le 22 décembre 2012, on a fait une très grande cérémonie avec des gens qui étaient venus du monde entier pour le 21 décembre à Chichen Itza, au Mexique. Et le 22 décembre, c'était le premier jour du long compte du calendrier, en fait, Maya, d'un des 17 calendriers Maya. Et donc, c'était un nouveau cycle qui s'initiait et le crâne voulait revenir à ce moment-là. Et ce jour-là, mon amie Patrice Marty, que je sais que tu vas interviewer prochainement, m'envoie un mail pour me prévenir qu'il y a un crâne qu'il a, qui est un crâne de Hongshan, donc de la tradition mongole. Il est prêt à nous le céder. Et donc, le jour où on ramène Kinbats et où je sentais comme ça allait être un petit peu difficile, c'est un peu comme quand on est une maman, pour les auditrices qui vont entendre, elles vont comprendre. On est content que notre enfant parte pour faire ce qu'il a à faire, parce que c'est la suite logique des choses, mais en même temps, il y a un petit pincement qui dit « Oups, mais je ne vais plus avoir mon fils ou ma fille à côté de moi ». Et c'était de cet ordre-là, c'était vraiment très, très viscéral en fait, c'était un amour immense avec ce crâne. Et du coup, en redonnant le crâne, alors que tous les gens qui ont eu des crânes qu'ils ont récupérés de d'autres pays et qui sont partis avec, en général, ils ont conservé. Nous, on a bien senti qu'il fallait le ramener chez lui. Et du coup, le jour où on le rapporte, Patrice nous dit, ben voilà, ce crâne, je ne le confierai pas à tout le monde parce que c'est un crâne un peu puissant, un peu fort, mais si c'est pour vous, c'est OK.
Et d'autres crânes sont arrivés. Et à chaque fois, en fait, ça s'est passé comme ça. On ne les demandait pas. Ce sont toujours des crânes anciens de différentes traditions, Maya, Tibet, Népal, Mongolie, qui sont arrivés chez nous. Et aujourd'hui, on en a 13 qui ont travaillé avec des prêtres, des moines, des chamans, des hommes et des femmes médecine, et qui ont conservé cette vibration du travail qui avait été fait sur des plans spirituels et élevés. Et du coup, ils sont les vecteurs de cette connexion avec ces êtres qui sont toujours en résonance et avec lesquels je travaille aujourd'hui. Ouais. Ils sont un peu comme la mémoire du temps. Déjà, le cristal de roche est conducteur d'énergie et de mémoire. Il récupère cette mémoire ancestrale. Et je pense que alors, ça peut être intéressant pour nous de savoir un peu comment tu arrives à être en connexion avec un crâne. Par exemple, est-ce que tu poses par exemple ton troisième œil sur le crâne? Est-ce que tu poses juste tes mains sur le crâne? Comment toi tu te mets en relation avec les crânes? Alors, l'enseignant que nous avions, qui s'appelait, mais bon, il s'appelle toujours Om Batsman, qui n'est plus dans le plan physique aujourd'hui, lui, il avait une manière de faire qui était, il mettait ses 2 doigts dans la prise, en fait, dans les yeux du crâne. Et c'était sa manière à lui de rentrer en connexion avec le crâne. Moi, j'ai essayé, mais j'ai pas besoin de mettre les doigts dans la prise. Je pense que j'ai pris un court jus quand j'étais gamine. Donc, du coup, je peux le voir, ou je peux mettre mes mains dessus, ou je peux le porter sur mon cœur en fonction du crâne. C'est un peu comme avec un animal. Hein. Il y en a qu'on a envie de caresser tout de suite, il y en a on attend un peu avant de rentrer en connexion. Et voilà. Et puis après, j'aime quand même méditer avec. Donc, j'aime vraiment, une fois que la connexion est faite, le mettre au niveau de mon chakra cœur. Et puis, j'ouvre mon espace intérieur, je dirais mon temple sacré qui est dans le cœur du cœur. Et à ce moment-là, la connexion, elle se fait. Et là, j'ai plein de visions, j'ai plein d'informations, j'ai des messages, j'ai beaucoup de messages audio en fait. Audio et visuel, ça marche vraiment fort chez moi dans ces cas-là. Et donc, j'ai plein d'infos sur avec qui ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, quelle est leur énergie, à quoi ils peuvent servir, parce que finalement, d'un crâne à l'autre, ils ont une vibration différente, et du coup, il y en a qui peuvent faciliter pour la guérison, d'autres qui vont faciliter pour recevoir des messages, d'autres qui vont faciliter pour faire des choses plus claires dans la matière, d'autres qui vont permettre de booster nos chakras. Enfin, il y a vraiment, ils ont, je dirais, tous une texture, une fibre particulière, et avec laquelle il est bon de rentrer en contact. Est-ce que pour toi, le crâne en cristal est un peu le messager des dieux, dans le sens où il est l'intermédiaire entre 2 mondes? Alors, je dirais qu'il est un intermédiaire dans la matière, puisque du coup, le cristal, c'est de la lumière condensée, et c'est vraiment un vecteur de connexion avec des hauts plans vibratoires. Donc, je pourrais répondre tout simplement oui à ta question. Et je dirais qu'il y a nécessité d'avoir un autre vecteur aussi de connexion, de communication, un autre intermédiaire, un autre médium. Et donc là, c'est l'humain, en fait, qui va pouvoir aussi ajouter. Mais il faut les deux, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion qui se fasse entre les deux. On a besoin du vecteur cristal et on a besoin du vecteur humain. Et dans ce cas de figure, hop, ça y est, la connexion se fait et on peut y avoir. Sans quoi, s'il n'y a que le crâne dans son coin, il ne se passe rien non plus. Donc, voilà, je dirais que c'est une connexion avec notre part de divinité qui va pouvoir sentir que, justement, il a le bon vecteur de communication. Mais voilà. Ce qui est intéressant aussi, je crois que c'était Patrice Marty qui nous avait montré cette photo où on voit un crâne et avec comme une énergie, une colonne vertébrale qui sort du crâne, comme s'il y avait un esprit qui habitait ce crâne. Et toi, quand tu es en relation avec ces crânes, est-ce que il y a une sorte de connexion avec une
une entité féminine, masculine ou aucune des deux. C'est quelque chose d'immatériel de toute façon. Mais est-ce que c'est comme une personne ou c'est vraiment un amas, un égrégore d'énergie, d'information? Là encore, je dirais que ça dépend du crâne, ça dépend de comment il a été initialisé. Par exemple, moi, je transmets des crânes aujourd'hui. J'ai un site internet où je transmets des crânes et que j'ai eu dans les mains, que j'ai connecté à la Crystal Team. Mais quand ils arrivent du Brésil, ils arrivent du Népal, et donc ils viennent d'être faits en fait par des personnes. Ils viennent d'Inde aussi, et ils ont été pas vraiment initialisés, ils ont été formatés, mais c'est tout. Ouais. Et du coup, ce crâne, si on prend un crâne qui n'a jamais travaillé avec quelqu'un, qui vient juste d'être sculpté, même s'il a été sculpté avec une belle intention par un chaman, l'initialisation, elle ne s'est pas réellement faite. Donc, elle va se faire avec la personne qui va commencer à travailler, qui va être porteuse de ce crâne. Et il y a une cérémonie à faire d'initialisation, je dirais. Et une fois que ça s'est fait, ça va correspondre à également ce qu'est la personne, le porteur ou la porteuse de ce crâne. Et du coup, cette connexion, elle va se faire en lien avec la conscience supérieure de la personne. Donc, si par exemple, moi j'achète un crâne, parce qu'il me plaît, parce qu'il me parle, la forme, tout ça, et que je fais cette cérémonie avec le crâne d'initialisation, et que dans 2 ans, je fais beaucoup de travail avec, je l'emmène dans beaucoup de lieux sacrés, et que je le mets avec d'autres crânes, on fait des réunions, etc. Et que dans 2 ans, je décide de le transmettre à quelqu'un d'autre. Eh bien, tout ce que j'aurais vécu avec ce crâne sera encore dans une forme d'égrégore, si tu veux, sera en lien avec ce crâne. Donc, si par exemple c'est toi qui récupères ce crâne, tu vas amener ta propre énergie, il va aller chercher d'autres connexions qui vont correspondre à ta conscience supérieure, à ce que tu as besoin d'apprendre, etc. Mais qui peuvent se mélanger avec ce qui est déjà là. Ou alors, il faut faire un reset. Or, quand ce sont des crânes qui ont travaillé, qui ont fait beaucoup de cérémonies et dont tu connais les personnes et que tu sais qu'elles te correspondent vibratoirement parlant, ben, c'est intéressant de faire grandir l'égrégore. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un seul esprit. Parfois, c'est le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est un conglomérat, je dirais, de différentes énergies. Dans les crânes que j'ai, les crânes anciens que j'ai, par exemple, Hongshan, si je reprends ce crâne-là de Mongolie, qui a plus de 4000 ans, il a forcément beaucoup travaillé ce crâne. Et quand je travaille avec lui, il y a un chaman que je vois, mais je sais que derrière ce chaman, il y a tous les autres, il y a toute une lignée en fait avec laquelle il est relié. Donc moi, je suis plus en connexion avec le dernier chaman qui a été en connexion avec ce crâne, mais il y a vraiment toute la lignée qui est derrière. Donc parfois, j'ai affaire qu'à lui, qu'à ce chaman, et parfois, j'ai affaire à pléthore d'énergie en fait. Donc je pense que c'est vraiment propre à chaque crâne, à son histoire et à ce que la personne est également et ce qu'elle peut connecter, recevoir, qui correspond à ce qu'elle est, à son champ énergétique. Et je pense que les crânes arrivent aussi au bon moment et vers la personne qui a besoin d'un crâne à l'instant T. Je pense que c'est un peu comme un pendule ou un minéral. C'est un peu la pierre qui va choisir celui qui va l'avoir. Et je pense que pour le crâne, c'est pareil. Je veux dire, on va pas en acheter 1000 pour 1000. C'est le crâne qui va appeler la personne. Et j'avais une question aussi. C'était est-ce que tu as connecté tes crânes ou ceux que tu vendes, par exemple, aux crânes anciens, comme s'il fallait qu'ils transmettent une information? Est-ce que tu as fait ce chemin-là aussi? Tu veux dire les crânes de la Crystal Team? Par exemple, avec d'autres anciens, ouais. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de cérémonies dans le monde. Je suis allée dans plusieurs endroits. J'ai rencontré beaucoup de crânes
dits anciens. Parmi ceux que j'ai, j'en ai aussi des anciens. Il y a les très anciens, il y a les anciens et il y a les récents, tu vois, les contemporains. En fait, il y a 3 catégories. Et donc, ma team a rencontré des crânes anciens. J'étais invitée l'année dernière, non, c'est pas l'année dernière, je sais plus comment on dit. En 2019, j'étais invitée à Chicago et avec la team pour pouvoir voilà, transmettre comment on active un crâne, donner des tas d'informations aux personnes qui étaient présentes. Et il y avait le crâne de Mitchell Hedges aussi qui était là-bas. Donc voilà, c'est le crâne dont on parle le plus sur cette terre parce que finalement, presque 100 ans plus tard, c'est quand même lui qui a été le fer de lance, qui a réactivé tout ce travail que l'on peut faire avec les crânes. Il est vraiment le premier. Hein. Et du coup, c'est certain qu'en se mettant en connexion avec, il y a des choses qui se passent. J'ai rencontré plein d'autres crânes aussi aux États-Unis. Il y en a vraiment beaucoup. Et en gros, dans le jeu de cartes que Patrice a fait récemment, sur l'oracle des crânes de cristal, il y en a une bonne partie que j'ai rencontrée en effet. Donc, est-ce que c'est bien de faire ça pour quelqu'un qui a envie, qui rentre dans cette énergie, qui se sent appelé? Je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir des anciens parce que, en fait, quand on met 2 crânes en connexion, ils interagissent les uns avec les autres. Il y a des passations d'informations qui se font. Un petit crâne, par exemple, si on prend un crâne de cristal transparent, translucide, et qu'on le met en présence avec des crânes anciens, on va voir que le crâne, il commence à changer en interne et qu'il commence à y avoir des veines qui se mettent dedans et il va devenir plus chargé, plus nuageux. On voit qu'il travaille en fait. Et ça, c'est génial à observer. Ce qui est plus facile à voir avec un crâne en cristal de roche qu'en améthyste ou en labradorite, par exemple. Mais donc, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est un beau cadeau à leur faire. Ils adorent ça. Et avec mon compagnon, pour aller dans ton sens, on a initialisé ce qu'on appelle la Crystal Célébration. Donc, c'est une réunion de crâneurs et où de nombreuses personnes qui ont envie de passer 2-3 journées ensemble en apportant leur crâne. Donc, on fait un très grand mandala avec tous les crânes. Et donc, on les laisse pendant 3 jours comme ça. Et les crânes, ils changent, ils bougent, on les voit. Les gens qui connaissent un peu leur crâne, ils vont vraiment voir qu'ils ont gagné en puissance. Et les crânes adorent se rencontrer, en fait, si on peut y mettre un côté un peu émotionnel là-dedans. Donc oui, c'est super intéressant que de pouvoir les connecter à des crânes anciens, clairement. C'est vrai que c'est magnifique quand tu vois ces mandalas de crânes. Enfin, moi, j'adore. En plus, il y a des fleurs, il y a des couleurs, il y a des bougies. Ça donne vraiment une atmosphère particulière. On dirait même une cérémonie de crâne. C'est très bizarre, mais... C'est ça. C'est le cas. Alors, malheureusement, on n'a pas pu la faire en 2020. J'ai l'impression que cet été, ça va être un peu compliqué aussi. Ouais. Mais dès que ce sera possible à nouveau, et d'ici là, il y aura encore plus de crâneurs. Oui. Donc, bon, c'est une petite blague, crâneur, mais voilà, vraiment de porteur de crâne. Et dans ce cas de figure, on refera quelque chose et tu seras le bienvenu. Et tous ceux qui ont envie seront les bienvenus, bien évidemment. C'est une belle fête. C'est une très belle fête. Qui se passe au mois de juin, je crois. C'est ça. Alors, normalement, ça se passe en juin, mais là, on va voir qu'est-ce qui est faisable. C'est compliqué. Et du coup, en parlant de la Crystal Team, peux-tu nous en dire plus sur ce qu'est vraiment la Crystal Team, combien il y a de crânes, etc. D'accord. Donc, il y en a 13. Il y en a 13. Le dernier est rentré dans la team est très gros puisqu'il fait 23 kilos. C'est celui qui est en photo sur ton site là que tu tiens, comme ça, qui est énorme. Ouais. Ah, il est beau. Ouais. Et, voilà, le poids d'une valise, donc je l'emmène pas souvent. Mais pour le coup, il est très connecté. Il est très connecté à des énergies extraterrestres. Et le jour où je l'ai reçu, ce crâne, justement, c'était à la Crystal Célébration. C'est un de mes amis qui vend des crânes. Hein. Il est grossiste, il en vend
dans beaucoup de pays. Et il avait amené ce crâne avec nous, là, pour qu'il prenne toute sa place dans le mandala. Et il a reçu une énergie, on est plusieurs à avoir vu un rayon, en fait, qui est venu le toucher à un moment particulier où on était en communication tous avec les crânes. Et puis au moment de rapporter son crâne, en fait, je lui ai dit non, je crois que tu vas pas le rapporter. Et il m'a dit je crois qu'il veut pas que je le rapporte, en effet. Du coup, je me suis trouvée à faire l'acquisition de ce crâne. C'est un crâne récent, celui-là, c'est pas un crâne ancien, mais pareil, il est voilà. J'aimerais en fait démystifier le côté ancien et contemporain, parce que on peut tout à fait travailler magnifiquement et développer ses capacités extrasensorielles avec un petit crâne qui même a été fait en Chine par quelqu'un qui fait ça toute la journée, à compter du moment où ça y est, ça va s'intoniser avec ce qu'on a à faire. Et on peut très bien avoir un crâne ancien avec lequel on ne sait pas travailler, et quelque part il va être là, posé sur son étagère, et il ne se passera rien. Donc ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une question de grosseur, c'est vraiment une question de connexion, en fait, tout simplement, et de bons moments, de synchronicité, tout ça, ça joue. Et du coup, voilà, la Crystal Team, c'est donc 13 crânes. Alaya, le gros, donc, fait partie, est le dernier entré. Et ils ont chacun une énergie très particulière. Ils ont chacun un job à faire. Il y en a un qui nettoie tous les lieux. Il y en a un qui guérit, en fait, qui fait des miracles. Hein. Je vous avouerai que j'ai vu des trucs, waouh, sur l'aspect physique, hein, sur le corps. J'ai une amie qui était venue faire une séance avec moi, avec un petit crâne népalais qui a appartenu à un chaman du Népal, qui allait dans les montagnes à cheval et guérissait avec son tambour et son crâne. Et quand cet homme est mort, sa petite fille m'a transmis son crâne. Et donc il a une calotte en métal, comme les bols, en fait, tibétains, c'est ces mêmes métaux-là, et un dentier jaune, là, oui, à courir en or. Et ce crâne, voilà, auprès de cette personne, c'était la première fois que je travaillais avec, elle l'a pris en main, et en fait, elle avait 2 doigts qu'elle ne pouvait pas bouger. Or, elle est chanteuse lyrique, elle donne des cours de chant, et quand elle avait des problèmes d'argent, elle ne pouvait plus payer son pianiste, donc elle était embêtée, elle venait me voir pour faire un travail. Et le crâne me disait, mais mets-moi dans ses mains, mets-moi dans ses mains. C'est ce que j'ai fait, et elle a fait une méditation avec, on a fait un travail énergétique ensemble, et quand elle a reposé le crâne, en fait, ses doigts qu'elle ne pouvait plus bouger à nouveau, et elle a retrouvé sa dextérité, et du coup, elle n'avait plus de problème parce qu'elle n'avait plus nécessité de payer le pianiste en question, et voilà. Donc, je donne cet exemple-là, je pourrais en donner plein d'autres, mais c'était le premier, donc c'est pour ça que je pense à celui-ci. Donc voilà, ils ont chacun vraiment une énergie particulière. C'est vraiment une équipe. Et je dirais que c'est une équipe au sol, mais qui est connectée avec une équipe céleste. Et je travaille avec des médecins du ciel. Donc quand je travaille en consultation individuelle, non seulement je fais des lectures d'âme avec la Crystal Team, mais il y en a un plus particulièrement, Namaskar, qui vient du Népal, d'un temple, et autrefois ce crâne servait à faire l'oracle. Donc c'était avec un moine dédié, un seul, et ce moine donnait des informations aux autres moines dans la communauté. Et ce crâne, en fait, quand je l'ai reçu, m'a permis de faire ça à mon tour, en fait, de réactiver une vieille vie passée aussi, d'oracle, d'apsara, voilà, enfin des vies comme ça à transmettre des messages. J'en ai retrouvé vraiment beaucoup. Et quand il est arrivé, ça a super réouvert aussi tout ça chez moi. Et donc voilà, je dirais qu'ils ont chacun une particularité qui va se mettre en résonance avec ce que nous sommes et nous donner la possibilité de réencoder des choses qu'on a su faire dans d'autres espaces-temps. On va appeler ça le vie passée, mais on sait que maintenant, aujourd'hui, que ça se fait en parallèle. Ouais. Mais pour notre entendement, pour que ce soit plus facile, on va dire que voilà, si une personne a été chamane et qu'elle est avec un crâne chamanique, et hop, ça va réactiver toutes ces connaissances en fait. Et ça, c'est le côté assez... Ce sont des enseignants, voilà.
ce sont vraiment des enseignants. Ils nous montrent la voie. Oui, c'est un peu ça. Et on le voit en plus dans les films qui parlent des crânes de cristal. On voit que c'est l'arbre de la connaissance un peu, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, avec les années, on a souvent pensé que le crâne était représentatif de la mort, alors que pas du tout. On voit même le crâne sur le drapeau pirate, alors que c'est parce qu'ils connaissaient les mers, par exemple. En fait, cette connotation négative, elle est en train de se transformer, de se transmuter en maintenant quelque chose de nouveau, puisque les gens s'éveillent à autre chose. Et puis surtout que les peuples anciens et les tribus que tu connais peut-être aussi, tout ce qui est maya, amérindien, font remettre à la surface ces enseignements passés. Et heureusement, parce que c'est vrai que même personnellement, quand je dis que j'ai des crânes de cristal chez moi, mais c'est la mort, c'est marrant cette connotation qui ressort. Et toi, comment tu peux passer comment tu laisses ce message, toi, auprès du public qui viennent te voir ou te poser des questions sur les crânes, surtout que tu en as plein, comment les gens perçoivent ça? Alors, pour avoir fait quelques salons, du coup, là, sur les salons, on a un peu toutes sortes de gens. Il y a des gens initiés et puis il y en a d'autres, je dirais peut-être un peu plus badauds, qui viennent passer leur dimanche après-midi, il fait pas beau, ils sont avec les poussettes, ils se baladent, ils achètent des gâteaux bio et puis allez, une paire de boucles d'oreilles. Et après, quand ils passent devant mon stand où il y a des crânes de cristal, j'ai des personnes avec des yeux écarquillés qui disent « Ah, mais c'est moche, mais pourquoi vous vendez ça? Mais à quoi ça sert ?» Je me suis même fait enguirlander une fois par une personne qui m'a dit « Mais vous avez vraiment pas honte de gâcher des belles pierres comme ça en faisant des têtes de mort? Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. » Et elle est partie, elle était super en colère, la dame, parce que ça correspondait tellement pas à son cadre de référence et à ce qu'elle connaissait, ce qu'elle aimait des pierres, et qu'elle n'avait pas la connaissance non plus. Donc, du coup, elle était sincère, elle était, bon, après, elle était dans sa colère, ça lui appartient. Mais voilà. Donc, on peut avoir des réactions comme ça un peu vives parce que les gens sont dans leur peur par rapport à un formatage culturel sur, en effet, relié à l'énergie de la mort, comme tu disais, les pirates et autres, ou ne serait-ce que les panneaux d'Angers, où on a une tête de mort. Donc, voilà. Et puis, ce que j'adore, ce sont les petits-enfants. Ils ne sont pas très très beaux, qui arrivent à peine la tête au-dessus de la table du stand avec tous les crânes. Et eux, ils veulent toucher, ils sont émerveillés, ça leur fait pas peur, ils trouvent ça beau. Et maman, j'en veux un, maman. Et ça, j'aime parce qu'on sent cette nouvelle génération qui est là, qui pousse derrière pour aller vers une connaissance. Et moi, j'ai eu le bonheur d'être enseignée pendant 7 années consécutives chez les Mayas. Donc, je suis allée avec mon compagnon pendant plusieurs mois vraiment suivre les enseignements. On a été initiés au Kriya Yoga, certes, mais aussi au Yoga Maya. Et on a vu des parallèles entre les deux. Et notre enseignant, Ombudsman, nous a transmis un codex. Donc les codex, ce sont des livres d'images, on pourrait dire comme ça, mais qui racontaient des enseignements ancestraux très très forts. Et aujourd'hui, il y a 3 codex qui sont dans des musées, mais lui en avait eu connaissance d'un. Et il a fait des copies et il nous a donné des copies en fait. Et en tant qu'enseignant je dirais dans ce yoga-là, qui est un yoga très particulier, eh bien, on voit que dessus, et ça remonte à il y a plus de 500 ans, il y a des crânes en fait qui sont dessinés. Et les crânes de cristal ont toujours été là chez les Mayas depuis vraiment fort longtemps. Donc quand on retrouve cette connaissance et qu'on sait, c'est beaucoup plus facile d'appréhender un objet qui a une tête de mort et de voir derrière la connaissance, la conscience, la connexion aux êtres stellaires. Et pour les Mayas, c'est vraiment un cadeau qui a été fait par les Pléiadiens en fait. Parce que pour les Mayas, ils savent qu'ils viennent des Pléiades. Et ils le disent, comme les Dogons viennent d'autres planètes, etc. Et donc, pour eux, c'est le cadeau qui leur a été fait, qui leur a été laissé en héritage pour qu'on se souvienne et qu'on se rappelle.
Donc, il y a 2 légendes mayas très importantes sur les crânes de cristal. Une qui concerne 13 crânes, une qui en concerne 52. Et voilà, quand on a cette connaissance, après, on ne peut plus voir cet objet comme quelque chose qui fait peur. Mais je conçois, et je le conçois très bien, que pour la personne néophyte, voilà, quelle drôle d'idée, quoi. C'est vrai. Et du coup, ton aventure chez les Mayas, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que aujourd'hui, la grande civilisation maya, pour moi, enfin pour les gens, a un peu disparu. Même s'il reste des petites souches quand même, des personnes qui sont là pour continuer à transmettre notre civilisation maya en fait. Comment toi tu es rentré en contact avec eux et comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce qu'ils vivent dans un monde qui est de plus en plus moderne, qui prend le dessus sur leur territoire, ou bien ils arrivent quand même à être un peu autonomes et à faire ressortir? Parce qu'on voit souvent des photos près des pyramides au Mexique où tu les vois en habit, à faire des danses, à faire des chants, et ça c'est super beau. Est-ce que c'est un peu ça, ou bien il y a la modernité qui a pris le dessus? Alors, pendant 500 ans, c'est un peuple qui a été opprimé par les conquistadors. Là, en l'occurrence, c'était plutôt les Espagnols. Et donc, ils sont rentrés dans le syncrétisme. Ils ont pris leurs dieux, qu'ils ont habillés comme des saints, etc. Des saints qu'on trouve dans les églises aujourd'hui. Donc, par le syncrétisme, ils ont réussi à conserver un peu leur connaissance, leur culture, mais d'une manière très, je dirais, très, très endormie, très Attente, quoi. Ouais, vraiment. En attendant que ça se passe. Et ils savaient que 500 ans plus tard, ils allaient pouvoir faire ressortir leur culture. Ombudsman, qui a été élevé, lui, quand il était petit, à l'âge de 4 ans, il a été extrait de sa famille, il avait des frères et des sœurs, mais son oncle, qui avait reçu la connaissance aussi, a décidé de prendre dans la famille, d'en prendre un. Donc ça se faisait sur le plan astrologique. Lui, il était astrologiquement parlant celui qu'il fallait extraire. Donc il n'a pas été élevé comme ses frères et sœurs en allant à l'école où il fallait absolument parler l'espagnol et surtout pas le maya. Et il a tout de suite été élevé dans la forêt à apprendre à parler maya. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance, elle a continué à se faire, mais vraiment cachée, de façon très ésotérique. Et il savait qu'à partir de 2020, 2021, par là, il allait y avoir une flambée à nouveau et cette énergie allait pouvoir ressortir dignement, en fait, et être réentendue, être prise au sérieux, être écoutée. Mais ça en 2012, on en a beaucoup parlé des Mayas, bien sûr, parce que avec ce que faisaient courir les médias sur la fin du monde, etc. Ce que n'ont jamais dit les Mayas d'ailleurs au demeurant. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand on va chez eux, aujourd'hui, ils sont comme... Voilà, ils vont se manger un McDo parce que McDo est là, ils vont se boire un Coca, un Pepsi parce qu'ils ont investi les lieux, parce qu'ils ont pris la terre, ils ont pris les eaux là-bas. Donc ils ont le dernier iPhone, voilà, ça de ce côté-là. Mais en même temps, certains on a continué à leur insuffler cette connaissance ancestrale et il y a cette envie de revenir à la langue. Donc moi je connais un monsieur qui est très âgé aujourd'hui, qui doit avoir 77 ans, qui depuis toujours a transmis la langue maya. Et donc on est allé dans son école avec des petits bouts de chou qui apprennent le maya, qui apprennent à dessiner les codex, etc. Un peu comme les hiéroglyphes qu'on trouve chez les Égyptiens. Et du coup, c'est assez sympa parce qu'on voit que les deux cultures sont là en fait et que ça se marie comme ça se mariait autrefois, 500 ans avant, quand les colons sont arrivés. Mais par contre, on change un peu de registre. Alors, certes, ils ont coupé leurs cheveux et certes, ils vont se mettre en pantalon, mais quand il y a des cérémonies, ils retrouvent leurs habits blancs,
ils retrouvent leur chant sacré. Et il y a une petite part de folklore touristique parce que certains en profitent aussi, surfent sur la vague pour aller gagner de l'argent. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais il y a aussi les puristes, ceux qui continuent à transmettre et de plus en plus. Et maintenant, vraiment, ce que je trouve génial, c'est que le peuple maya redevient fier d'être et d'avoir toujours été et d'avoir réussi à perdurer en fait dans le temps. Donc, et ça, on le trouve dans d'autres lieux aussi, j'avouerai. Mais chez les Mayas, c'est vraiment de plus en plus prégnant en tout cas. Et j'imagine l'aspect très astrologique qui ressort aussi. Je pense avec les pyramides, il y a la pyramide de la Lune, du Soleil, par exemple, bien entendu, qui en ressortent. Est-ce que toi, tu sais à quoi correspondent les pyramides pour eux? Est-ce qu'il y a une symbolique? Alors, il y a plusieurs symboliques. Déjà, il y a plusieurs époques aussi. Ça ne s'est pas fait tout en même temps. C'est un peu comme les pyramides en Égypte. Donc, ils ne les faisaient pas comme les... Enfin, c'est-à-dire qu'on a une vision un peu tronquée aujourd'hui de pourquoi on faisait des pyramides en Égypte. Parce que nous aussi, avec Franck, avec mon compagnon, on organise des voyages en Égypte. Et donc, on a la chance de connaître une personne qui est sur place, qui travaille, qui est directeur de Luxor et de Karnak, qui est directeur de fouilles. Donc, on est allé plusieurs fois avec lui et qui nous enseigne ce que ne disent pas, ce qu'on ne trouve pas dans les livres, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et finalement, on trouve qu'il y a certaines similitudes. C'était pas simplement fait pour des rois comme étant des tombeaux en fait. C'était vraiment des lieux de connexion avec la base, donc le carré, qui représente la terre. Dans toutes les traditions, le carré a représenté la terre. Et après, on arrive à cet apex, à la pointe, et on a soit on a des pyramides gradées en fait, avec des marches, soit elles sont toutes lisses. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours la montée en fait, comme un travail d'éveil en fait qu'on pourrait avoir, comme une montée de Kundalini quand tous nos chakras sont alignés. Et en fait c'est ça, mais pour aller faire la connexion avec l'être cosmique que nous sommes. Et donc aller dans la pyramide dans cette intention, que ce soit à Chichen Itza ou que ce soit à la pyramide en Égypte. Khéops, eh bien, c'est toujours le même travail de connexion. Et pour avoir eu le bonheur, moi, de pouvoir rester dans la pyramide de Chichen Itza, parce que maintenant on ne peut plus, c'est fini, et d'être allé dans ce lieu, comme d'être allé dans le tombeau en fait qu'il y a dans Khéops, pour avoir connecté ces énergies, en fait, ce sont exactement les mêmes. Donc, pour les Mayas, comme pour les Égyptiens, comme partout sur la planète, toutes les pyramides ont toujours été des moyens d'entrer d'entrer en connexion avec des vaisseaux et avec une autre part de nous, en fait, dans notre multidimensionnalité. Donc, que ce soit la Lune ou le Soleil, ce sont les polarités. Il faut faire les deux pour pouvoir accéder à l'être androgyne, à cet être cosmique, en fait. Donc, du coup, chaque pyramide avait une manière d'enseigner ou de réaligner en interne nos propres polarités et de permettre de faire ce travail énergétique pour ensuite arriver à la connexion. Ouais. Voilà, ce que j'en ai compris, c'est mon expérience. Certainement, d'autres ont d'autres perceptions, d'autres connexions, mais pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment ça que j'ai vécu en tout cas. Et souvent, ce qui en ressort, c'est ce côté bien-être à l'intérieur des pyramides, que ce soit en Égypte, en Bosnie, un peu partout. En fait, les gens se sentent bien, comme si l'air était totalement purifié, etc. Et qu'il y avait une énergie quelconque qui était présente et qui faisait que les gens étaient en bonne humeur, étaient bien, ressortaient souvent avec des bienfaits physiques aussi. Donc ça, c'est intéressant. Tu as parlé des voyages. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, comme voyage? Enfin, pas en ce moment, mais... Pour l'instant, je propose malheureusement. J'avoue que là, on est un petit peu en berne. On a un voyage en Égypte qu'on a replié l'année dernière, qui est toujours sous le coude. On a envie d'emmener les gens sur la terre du Brésil aussi, parce que pour plein de raisons, nous avons l'information que c'est une terre promise, c'est une terre nouvelle, c'est une terre pour la création d'un nouveau monde, en lien avec ce qu'on vit un peu partout sur la planète en ce moment. Et donc, or ici, c'est vraiment un écrin de beauté, de pureté, de bonté.
Et donc faire découvrir cela aux gens pour qu'ils soient touchés non pas par des belles paroles, mais directement par les énergies de cette terre. C'est une terre de cristal aussi, il y a énormément de cristal au Brésil. On marche sur du cristal, on ramasse du cristal. Alors certes, ce n'est pas les belles pointes qui sont après retaillées et qu'on vend, encore qu'on en trouve aussi. Mais voilà, c'est une terre où il y a l'énergie, en fait, s'est déplacée et l'énergie de la vouivre terrestre, en fait, est revenue ici. Elle a fait un tour en 26 000 ans. Et je dirais qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans les années à venir. Donc, faire découvrir cette terre, c'est probablement ce qu'on est en train de tramer ici. Faire rencontrer aussi Juscelino, qui est donc un être juste hors du commun, que j'ai le bonheur de recevoir demain d'ailleurs, qui vient passer 3 jours avec nous et faire rencontrer les gens des énergies qui sont des énergies qui viennent à la fois d'Afrique, à la fois d'Amazonie, à la fois des anciens colons. Il y a un mixage ici qui est incroyable et tout le monde accueille tout le monde. Il n'y a pas le côté d'où tu viens, toi tu as les yeux bleus, toi tu as les cheveux frisés. Non, il y a vraiment un accueil ici sur cette terre. Et donc, de permettre aux gens qui viendront faire ce voyage avec nous, de leur montrer que il y a juste à être là, quoi, pour pouvoir se connecter à sa nature profonde, se connecter à sa nature cosmique. Ici, c'est un pays où tout ce qui est ufologie, c'est normal. Et ils en parlent tous, quoi. Même moi, il y a quelques jours, là, on a fait une cérémonie et en fait, on était à plusieurs et on a vu juste au-dessus d'une montagne, en face de notre maison, il y a des vaisseaux qui se baladent, quoi. Mais ici, c'est normal. Tout le monde a son histoire avec des vaisseaux. C'est juste, pour moi, c'est vraiment la terre où il sera bon de vivre dans les 10-15 ans qui viennent. Donc voilà, c'est peut-être le prochain voyage qu'on va pouvoir proposer, en tout cas, de reconnexion à soi. En plus, ce sont symboliquement les poumons de la Terre, donc on est dans une période où les poumons de l'être humain sont touchés et ce sont les poumons de la Terre aussi. Mais en tout cas, ce sera bien et vous pourrez, je pense, découvrir peut-être sur ton site internet. J'imagine, tu mettras en avant ce voyage par la suite. J'ai vu également que tu proposais des formations. Qu'est-ce que c'est que cela? Que proposes-tu? Alors, en fait, c'est variable, hein, ça dépend un peu de comment je ressens les choses, qu'est-ce qu'on me donne comme info à faire. Il y a une formation pour les crânes de cristal, pour aider les gens à communiquer grâce au crâne, à développer leur capacité extrasensorielle, à pouvoir entrer en connexion avec leur âme, avec le monde de l'invisible. Donc ça, alors jusqu'à présent, je le faisais en présentiel. Forcément, c'est quand même plus cool, plus sympa. Moi, j'aime les gens, j'aime toucher, etc. Bon, en ce moment, on peut plus se toucher, on est obligé de se voir à distance. Mais c'est pratique, hein, parce que même avec des kilomètres, on arrive à faire des choses. Et du coup, je suis en train de retravailler la formation que je faisais pour la mettre sur le web et faire en sorte que plus de personnes, du coup, puissent aussi y accéder. Il y a une formation que j'aime beaucoup, que j'ai reçue à Tahiti, puisque j'ai le bonheur de voyager beaucoup pour mon travail. Et là-bas, j'ai reçu vraiment des énergies très particulières avec le mana là-bas et les dieux et les déesses de là-bas. Et du coup, il y a une formation qui s'appelle... Je suis un peu déconnectée, on dirait. Fille des étoiles, femme chamane et déesse d'aujourd'hui. Et c'est super puissant. Alors, c'est réservé aux femmes, mais c'est très, très, très puissant. On connecte vraiment des énergies incroyables. On travaille beaucoup avec les fleurs, avec la guérison. Voilà, donc ça... Je vais voir si je peux. On m'a demandé d'essayer de la mettre aussi en web, comment on peut faire, et je commence à avoir des idées. Donc, si ça se prolonge encore un petit peu jusqu'à la fin de l'été, cette histoire de confinement et de je déconfine, je reconfine, etc.,
je vais essayer de faire quelque chose comme ça pour que ça puisse donner accès à plus de personnes. Et puis on a, avec Franck, mon compagnon, on a, à l'issue du livre que j'ai écrit, beaucoup de gens ont été touchés, perturbés aussi. C'est pas un livre facile à lire. Et du coup, on met en place une nouvelle voie qui s'appelle Anahatalogie. Donc, ça vient de Anahata, donc le cœur en sanskrit. Et là, ce sont des réunions qui se font par le web où les gens viennent on va avoir une plateforme en fait, et chacun va rentrer par une porte avec laquelle il se sent à l'aise. Ça peut être l'écologie, ça peut être l'éducation, ça peut être la spiritualité, ça peut être... voilà, il y a 16 portes en fait, et faire en sorte que chacun puisse nourrir ce lieu de rencontre par des articles, par des connexions qu'il a pu faire, des choses qui sont efficaces, efficientes, pragmatiques, pour que l'on puisse ensemble co-construire cette nouvelle humanité qu'il va nous falloir mettre en œuvre, parce que c'est en train d'advenir, c'est pas encore là. L'ère du Verseau, elle sera totalement installée dans 160 ans, donc on n'en est qu'aux prémices, on a encore du boulot devant nous, mais à partir du moment où on est là, tous ensemble, on fait partie de ces précurseurs, de ces pionniers, et il nous faut mettre en œuvre des choses de l'ancien monde qui marchent déjà, qui sont belles et qu'on a envie d'emporter avec nous. Et puis, il y a ces nouveaux paradigmes à mettre en place, et tous ces talents et tous ces génies qui se réunissent pour apporter des choses qui vont faire qu'on sera content de les offrir à nos enfants et à nos petits-enfants et aux générations futures. Donc, c'est une plateforme où on va faire de manière concrète des apports d'informations pour donner des pistes pour bien vivre les prochaines années qui vont pas être simples. Et en plus, tu as parlé du livre, et du coup, j'en profite pour le montrer aux auditeurs et auditrices. Donc, c'est le livre Le monde d'après 2020-2043 que vous pouvez trouver sur le site internet d'Imana. C'est un livre impressionnant, enrichissant. Quand je l'ai acheté, j'ai dit ça, c'est une Bible qu'il faut avoir près du lit et où il faut noter toutes les dates futures. Donc, Juscelino, tu en as parlé puisque tu vas le revoir demain. Est-ce que tu peux nous synthétiser très rapidement ce que c'est du coup de ce livre? Donc, suite à la rencontre avec cet homme, j'ai éprouvé, outre moi, le besoin de transmettre l'information au plus grand nombre de ce qui allait se passer dans les temps futurs. Donc, Juscelino, c'est un voyageur dans le temps. Il voyage depuis 51 ans, toutes les nuits, enfin plus exactement 6 nuits par semaine, et il est vraiment dans le temps. C'est-à-dire que s'il y a un avion qui doit se crasher, il arrive dans l'avion, il est dans l'avion, il a toutes les informations, il a le numéro de vol de l'avion, de la compagnie, le jour, l'heure, le nom du commandant de bord, il peut même avoir les noms des passagers, les adresses des passagers. Et donc, il voit ce qui se passe et il voit que l'avion va se crasher. Et donc, pour éviter que cela ne se passe, admettons que ça va se passer le 3 juillet, je dis n'importe quoi, d'accord, on oublie la date, mais il va prévenir la compagnie aérienne, il va prévenir le commandant de bord, il va prévenir la maintenance, il va prévenir le consulat, etc. Donc, il envoie des lettres au petit matin quand il revient en écrivant toutes les informations qu'il a pu voir et auxquelles il a assisté, parce que du coup, il vit le crash, il arrive jusqu'au moment du crash en fait, et hop, après il repart dans un autre rêve. Donc son job à lui, c'est d'être un messager, certes pas le plus joyeux qui soit, parce que majoritairement, il va dans des espaces-temps où il va se passer des choses assez dramatiques. Ça peut être des tremblements de terre, ça peut être du terrorisme, voilà, toute chose qui peut, ou potentiellement, si les gens ont l'information en amont, ils vont pouvoir décider de ne pas être là, de ne pas prendre cet avion, ou de ne pas être dans ce pays-là à ce moment-là, ou de ne pas être dans la gare où il va y avoir un attentat, etc. Et donc, plus les gens le sauront, plus ils pourront le communiquer, et plus l'événement sera amoindri, voire n'existera pas.
Donc, au Brésil, il est très, très, très connu. Et il est très connu dans le monde entier, sauf qu'il n'était pas connu en France. Donc, du coup, je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'un livre. Un livre, c'est un moyen comme un autre, hein, c'est un côté viral aussi, pour que les gens sachent qu'il y a un homme depuis 51 ans, il fait ça, et son taux de réussite n'est pas du 100%. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre, il y a un événement qu'il avait prévu, qui était prévu fin d'année 2020, Pour le soleil. sur un problème solaire. Quand il a fait ce rêve, il a vu qu'il allait y avoir un problème d'éruption solaire et qu'il allait avoir des effets pas forcément super intéressants, mais qu'il allait aussi avoir des effets en interne sur les énergies des gens. Et dans ce livre, on reprend les lettres de Juscelino telles qu'il les a écrites et faites authentifiées par huissier avant qu'il les envoie aux différentes personnes intéressées, aux différents destinataires. Donc les lettres sont reprises telles quelles, elles sont traduites dans le livre, et puis dans le livre encore, quand les événements se sont déjà produits, je fais un petit laïus sur, j'ai fait une recherche internet pour aller voir qu'en effet, quand il a dit que telle chose allait se passer, eh bien oui, ça s'est bien passé, à l'exact, avec des détails ultra précis. Et pour les choses futures, puisque dans le 3e chapitre, ça concerne 2020 à 2043, eh bien, voilà, il y a des événements qui se produisent, et Dieu merci, il y a des événements qui ne se produiront jamais, parce que nous avons un libre arbitre, parce que les choses sont écrites pour qu'on puisse les changer. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, c'est de me dire qu'on a le pouvoir de faire changer la courbe du temps, et de faire que collectivement, on va par là, mais on peut aussi, si on est quelques personnes en conscience, on peut faire bouger un petit peu la ligne du temps et faire que des choses qui auraient dû se passer ne se produiront pas. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec l'éruption solaire. Comme on était nombreux à travailler, et les énergies ont changé. Donc j'ai dit à Juscelino, mais pourquoi finalement ça n'a pas été comme ça? Parce que je l'ai écrit dans le livre. Il dit, mais moi, si 0 rêve arrive, je serai heureux, ça veut dire que les gens ont changé les choses. Et donc, si on prend le cas d'un avion qui doit se crasher, si la compagnie aérienne, alors je vous donne un exemple clair, par exemple la compagnie brésilienne, LATAM, n'a pas écouté une fois, n'a pas pris en considération la lettre de Juscelino pour les prévenir qu'il allait y avoir un gros crash et 400 personnes qui allaient être tuées. Mais après, il a réécrit des années plus tard pour leur dire qu'il allait avoir à nouveau à Brasilia, dans la capitale administrative, un avion qui va se crasher. Cette fois-ci, LATAM a vraiment pris en considération ce qui a été dit. Et donc, ils ont mis leur avion en maintenance, ils ont changé le numéro de vol, ils ont mis un autre avion à la place, etc. L'avion ne s'est pas craché. Et dans les journaux au Brésil, tout a été mis pour dire que la compagnie LATAM avait suivi ce qu'avait dit un voyageur du temps, un médium. Et il y a eu les vies qui ont été sauvées. Donc, dans ce livre, il y a une première partie, ça parle de Juscelino, de toute sa vie. Le chapitre 2, c'est vraiment, j'ai pris quelques exemples parmi les 100 000 lettres qu'il a écrites de choses qui peuvent parler aux Français, aux francophones en tout cas, pour leur montrer que voilà la précision des détails qu'il peut avoir. Le Covid, il avait prévenu depuis 2008, je crois. 2006 en fait, les premiers dirigeants, l'OMS, etc. Il leur a écrit plein de fois pour leur dire que ça y est, ça allait arriver, etc. Et puis après, je parle dans le 3e chapitre de ce qui va se passer si on ne change rien, si on ne décide pas d'agir. Et notamment, il y a un truc qui n'est pas cool en 2025. Parce que si le Covid nous fait suer tous sur la planète Terre, au demeurant, le taux de mortalité, le taux de létalité n'est pas si dramatique que ça, même s'il y a des morts, et je ne vais pas minimiser l'horreur de perdre un proche, et voilà. Mais les conséquences de cette crise sanitaire ont été aussi annoncées par Juscelino et n'ont rien à voir avec le taux de létalité et ce qui se passe. Par contre,
en 2025, il est un virus bien plus létal, vraiment, vraiment de manière drastique. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait. Pour qu'à force, ce livre, il aille dans les mains de bonnes personnes qui vont pouvoir plancher sur ce virus qui est connu, mais qui va muter et qui va tuer des millions de gens. Donc, si on ne fait rien, on est d'accord, hein, et ça, je garde, si on ne fait rien. Donc, j'aimerais vraiment que ce livre arrive dans les mains de professeurs éminents, chercheurs qui ont qui réussissent à faire ce qu'il faut pour que voilà, qu'on ne soit pas toute notre vie à se dire il faut vivre avec un masque, sortir avec des comme des zombies dans la rue, au secours, quoi. Et le 5e chapitre, ça parle, juste pour terminer, ça parle du monde d'après, de ce qu'on peut faire ensemble, et voilà, je dirais c'est une petite note d'espoir. Ouais, c'est vraiment un très 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 beau livre qui est pour moi unique au monde, parce que à la fois ce qui est passé est impressionnant parce que c'est des événements mondiaux et qui ont un impact énorme sur notre vie. Et c'est vrai que pour rebondir un peu sur l'aspect solaire de fin d'année, juste avant que ça arrive, moi, je me souviens, je l'avais eu avant, donc je l'ai lu, j'ai dit « Oh mon Dieu, la semaine arrive, ça va être catastrophique ». Mais par les prières, j'ai posé des questions sans parler de ça à des amis médiums qui m'ont dit « Je ne sens pas bien la fin d'année ». Ils sentaient quelque chose aussi au niveau des planètes. Alors après, je leur ai raconté, ils m'ont dit « Ah bah oui, c'est ça ». Et je pense que le fait, comme tu le dis, à juste titre, qu'il y a un maximum de personnes qui essayent de relativiser et changer les choses, ça a permis. Et pour te dire, je me suis installé une application sur mon portable pour surveiller les activités solaires. Alors déjà début décembre, on peut aller voir sur Internet, la NASA et les astrophysiciens disaient « Attention, on est dans une phase importante ». Et la semaine où ça devait arriver, j'ai regardé, il y avait des taches solaires qui sont passées, qui sont montées, je crois, à 23 ou 25 taches solaires, et qui, début janvier, c'est revenu à 0. Comme quoi, ça passait quand même, mais ça a sans doute diminué. Je pense qu'aussi, il y a eu une aide stellaire pour nous empêcher cette... Je te confirme, il y a vraiment eu une aide stellaire et tant mieux parce qu'on n'avait pas besoin de ça en plus en fait. Je pense que sur la Terre, les gens étaient déjà KO et qu'il y aurait eu ça en plus, je pense qu'on aurait eu beaucoup de gens qui se seraient suicidés, qui seraient partis dans encore plus que ce qu'on vit déjà malheureusement. Hein. Et donc, je pense que les énergies se conjuguent pour que ça puisse se faire de manière plus douce quand même. Mais on a 5 ans devant nous, si j'en crois les rêves de Josselino. Alors j'en saurai plus ce soir parce que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je ne l'ai pas vu. Donc là, je vais lui poser plein de questions, je l'interviewe, je suis en train de faire un film sur lui. En fait. Super, magnifique. Alors je dis mais je ne suis pas toute seule. Et voilà, je suis à l'initiative, ça c'est certain, mais avec mon compagnon et on est en train de faire en sorte. Donc on va faire un teaser là, dans les jours qui viennent, enfin je reviens du Brésil. Si on me laisse rentrer, je reviens au mois de mars. D'accord. Et on va faire un teaser, on va faire un crowdfunding aussi, parce qu'il a beaucoup de choses à nous enseigner pour la nouvelle humanité, pour les nouveaux paradigmes et pour éviter des catastrophes. Donc, on aimerait vraiment Et en plus, il est écouté dans plein de pays, donc je pense qu'on arrivera à faire ce film. Et du coup, on va pouvoir voir ce qu'il nous faut éviter. Mais c'est vrai que les 5 prochaines années sont des années déterminantes pour la planète entière, pour tous les êtres vivants sur cette planète. Et plus on va être conscient, plus on va savoir revenir à des choses qui sont essentielles. Et c'est un peu ce que nous propose le Covid finalement, de revenir à l'essentiel. D'arrêter, je me rappelle à la fin du premier confinement, les gens faisaient la queue chez Zara ou chez Vuitton parce qu'ils avaient manqué de consommer et c'est pour dire ce formatage qu'il nous faut changer, qui est difficile à changer et du coup je pense que ce que je ressens personnellement, même si malheureusement des tas de gens ferment leurs activités professionnelles et il y a des gens qui se suicident aujourd'hui et donc
je ne suis pas en train de dire que c'est bien, hein, tel n'est pas mon propos. Mais comme dans tout mal, il y a toujours quelque chose que l'on peut... Il y a toujours une raison derrière, il y a toujours un cadeau caché. Eh bien, je pense que si on arrive de manière plus collective à revenir à cette essentialité, à des choses simples, à cette connexion avec la nature, puisque finalement, on va vivre dans les villes, on est super déconnecté. On voit que le mouvement a déjà pris, qu'il y a des gens qui ont quitté Paris, il y a des gens qui veulent aller cultiver leur jardin. Et plus on va être nombreux et plus ça va durer dans le temps, malheureusement, ce Covid, et plus ça va peut-être faire des déclics et permettre que ces 5 ans qui nous restent pour changer encore les choses, parce qu'après c'est foutu. Je ne suis pas pessimiste, hein, je suis très optimiste, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, mais par contre il faut vraiment qu'on soit nombreux. Et si on est nombreux, on va faire le nombre, on va faire ce basculement, on va réussir à faire ce saut quantique ensemble. Et voilà, moi, c'est mon espoir, en tout cas. Ouais, et puis tu as raison de dire que le Covid permet des déclics parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui changent de métier, qui changent de région, qui changent de vie tout simplement. Même moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pendant le premier confinement, j'aurais pas eu le temps s'il n'y avait pas eu le confinement. Et on se rend compte que les gens, ils se disent « Ok, on se recentre sur soi-même ». On recôtoie des gens qu'on n'avait pas forcément vus, par exemple le cercle familial tout simplement. On se retrouve avec des personnes où on passait peu de temps avec eux. Enfin, pour moi, c'est une période transitoire entre deux mondes. Il est là parce qu'il doit arriver à ce moment-là, ce virus. Mais c'est vrai que voilà, j'invite les auditeurs et les auditrices d'aller vraiment acheter ce livre parce que c'est une Bible et en même temps, ça peut déclencher des déclics chez des personnes qui vont le lire. Moi, c'est mon avis personnel en tout cas. Mais c'est génial et je te souhaite en tout cas de réussir ce magnifique film que tu vas faire de Giussellino et tu me diras, comme ça on t'aidera pour ça. En tout cas, je voulais te poser une question finale, entre guillemets. C'est quel message tu souhaites délivrer à toutes celles et ceux qui vont nous écouter, un message d'avenir, une invitation au voyage? Voilà, je te laisse me dire. D'accord. Est-ce que tu veux que je te le fasse en canalisation? Bien sûr, ça sera un cadeau. D'accord, ok. Je sens que c'est possible là. Okay. Hey, bienvenue à vous, auditeurs, auditrices de cette belle chaîne, et merci à Pierre parce que véritablement, de sa façon à lui, il pose la pierre pour permettre à l'univers d'être ainsi en résonance sur la Terre. Nous sommes là pour vous accompagner, nous l'avons toujours été, ne vous croyez pas abandonnés, même dans ces moments compliqués. Nous sommes là pour vous dans les autres espaces, mais il y a toujours dans l'espace l'énergie d'amour. Alors, si vous vous sentez perdu en ce début d'année, surtout n'en croyez rien. Ne croyez pas les médias bruns qui sont là pour vous monter les uns contre les autres. Véritablement, fermez les yeux, venez dans le cœur de votre cœur et là, à l'intérieur, tout se trouve là, a toujours été là et le sera à jamais. Il y a l'amour à profusion, il y a la bonté, il y a la beauté, il y a tout ce qui est nécessaire pour continuer votre avancée ici sur la Terre. Chacun de vous, vous avez choisi ce moment précis pour vous incarner. Quel que soit l'âge que vous ayez aujourd'hui, il est important que vous ayez quelque chose à faire. Un saut quantique a été évoqué précédemment par notre canal. C'est de cela dont il s'agit. Un saut quantique qu'il vous faut faire. Passer du chakra le troisième, celui qui parle du feu, celui qui parle du pouvoir, faire en sorte de faire ce petit saut pour aller jusqu'au quatrième, celui du cœur assurément, car c'est l'amour tout simplement qui est la clé. Véritablement, rentrez dans ce chakra-cœur et toujours vous serez au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, n'en doutez pas. Véritablement, c'est dans le chakra-cœur, quand vous fermez les yeux, que nous pouvons vous retrouver. C'est à cet endroit tout simplement
que nous avons possibilité de connecter avec vous et que vous puissiez sentir notre présence en train d'allumer votre part de divinité. Plus vous allumerez celle-ci et plus vous sentirez que vous ne risquez rien, car il n'y aura aucun risque à revivre ici. Il y a juste une expérience que vous êtes venu faire, celle de créer la nouvelle terre. Alors permettez-vous d'entrer dans le cœur, car c'est en créant la nouvelle terre que vous allez réaliser votre mission ici, et nous aurons plaisir à vous accompagner, car toujours nous avons été là, nous le serons éternellement. En amour de vous, nous sommes et nous vous saluons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci. Voilà. Gratitude. Merci à eux, surtout. Un beau message où il y a de l'énergie à passer. Merci pour ce moment, merci pour ce message d'espoir, d'amour qui va nous redonner du baume au cœur pour construire cette nouvelle terre qui est déjà en construction. Mais on a besoin de toutes celles et ceux qui nous écoutent pour l'orner de belles choses. Un grand merci, Imana, pour ta belle présence depuis le Brésil. Et il y aura sans doute d'autres vidéos parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Peut-être un jour des événements filmés également, ça serait impressionnant et important pour moi de transmettre. Donc voilà, il y aura d'autres occasions. Et n'hésitez pas, vous verrez sous la vidéo les liens de connexion vers son site internet avec le livre, les formations, etc. Et puis je vous remercie toutes celles et ceux qui ont été présentes pour nous écouter. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres vidéos et encore un grand merci à Imana et à celles et ceux qui nous aident depuis là-haut. Merci, namasté Pierre, merci à toi, merci à tous et merci d'être là. Tout simplement. À bientôt.